5 juin 1944, 23 heures. Un cheminot français nommé Henri Dubois se tenait dans l'obscurité près de la gare de triage de Vaires-sur-Marne. Il portait sa combinaison de travail habituelle. Rien ne le distinguait des centaines d'autres cheminots qui travaillaient pour la SNCF sous l'occupation allemande. Mais Henri n'était pas un cheminot ordinaire. Il faisait partie du réseau fer, la résistance ferroviaire. Et cette nuit, il allait participer à l'une des plus grandes opérations de sabotage de toute la Seconde Guerre mondiale. Les généraux allemands riaient de la résistance française. Ils la considéraient comme une nuisance, des amateurs jouant aux soldats. Quelques attentats ici et là, quelques tracts distribués. Rien de sérieux, rien qui puisse menacer la puissance allemande. Ils avaient tort, mortellement tort. Cette nuit-là, le réseau fer allait détruire 22 trains en une seule nuit. 22, partout en France. De manière coordonnée, précise, dévastatrice. Les Allemands ne comprendraient pas que ce qui s'était passé avant plusieurs jours. Comment des saboteurs avaient-ils pu frapper simultanément dans tout le pays? Comment avaient-ils échappé aux milliers de soldats allemands qui gardaient les voies ferrées? Comment une résistance qu'ils méprisaient avait-elle pu leur infliger un tel coup? La réponse était simple. Les cheminots français n'étaient pas des amateurs, ils étaient des professionnels. Ils connaissaient chaque kilomètre de voie, chaque aiguillage, chaque point faible, et ils avaient attendu le bon moment pour frapper. Ce moment était arrivé. Le débarquement en Normandie aurait lieu dans quelques heures. Les Alliés débarqueraient sur les plages françaises. Les Allemands enverraient des renforts vers la côte, des divisions blindées, de l'infanterie, de l'artillerie. Tous utiliseraient les chemins de fer. C'était le seul moyen de déplacer rapidement des forces massives. Si les Alliés voulaient réussir, ils devaient empêcher ces renforts d'atteindre la Normandie. Et c'était le travail du réseau fer. L'histoire commence en 1940. L'Allemagne avait conquis la France en 6 semaines. C'était une défaite humiliante, totale. La France, qui se considérait comme une grande puissance militaire, s'était effondrée. Le gouvernement avait capitulé. Le maréchal Pétain avait signé l'armistice. La moitié du pays était occupée. L'autre moitié était gouvernée par un régime collaborateur basé à Vichy. La France avait perdu. Mais tous les Français n'avaient pas accepté la défaite. Certains avaient refusé de se rendre. Ils formèrent des groupes de résistance. Ces groupes étaient petits au début, désorganisés, mal équipés. Ils n'avaient pas d'armes, pas de formation militaire, pas de coordination. Mais ils avaient quelque chose de plus important. Ils avaient la détermination et ils avaient la connaissance du terrain. Les cheminots français étaient dans une position unique. La SNCF, la Compagnie ferroviaire nationale, employait plus de 500 000 personnes. Ces travailleurs connaissaient le réseau ferroviaire comme leur poche. Ils savaient comment les trains fonctionnaient, où ils allaient, quand ils partaient. Les Allemands dépendaient totalement des chemins de fer français. Chaque jour, des centaines de trains transportaient des troupes, des munitions, de la nourriture, du carburant. Sans les chemins de fer, l'occupation allemande serait impossible. Les Allemands le savaient. Ils placèrent des milliers de soldats pour garder les voies. Ils installèrent des mitrailleuses sur les ponts. Ils construisirent des bunkers aux carrefours importants. Ils patrouillaient constamment. Toute tentative de sabotage serait punie de mort. Les Allemands fusillaient les saboteurs sur place. Pas de procès, pas de questions. Juste l'exécution immédiate. Cette menace aurait dû décourager la résistance, mais elle ne le fit pas. Les premiers actes de résistance furent de modestes. Un cheminot ralentissait délibérément un train. Un autre envoyait un wagon de fret à la mauvaise destination. Un troisième oubliait de lubrifier un essieu, causant une panne. Ces actions semblaient insignifiantes, mais elles s'accumulaient. Un train qui arrive avec 2 heures de retard retarde tous les autres trains. Un wagon égaré perturbe toute la logistique. Une panne force l'immobilisation d'une voie. Les Allemands remarquèrent que les chemins de fer français étaient inefficaces, mais ils pensaient que c'était de l'incompétence. Ils ne réalisaient pas que c'était du sabotage délibéré. En 1942, la résistance ferroviaire se structura. Des cellules secrètes se formèrent dans chaque grande gare. Ces cellules ne se connaissaient pas entre elles. C'était pour la sécurité. Si les Allemands capturaient un membre, ils ne pourraient pas trahir les autres. Chaque cellule avait un chef.
Ce chef recevait des ordres d'un coordinateur régional. Le coordinateur régional recevait ses ordres de Paris. C'était une structure pyramidale, hiérarchisée, professionnelle. Le recrutement était prudent. On ne pouvait pas faire confiance à tout le monde. Certains Français collaboraient avec les Allemands. D'autres étaient simplement apeurés. Il fallait identifier les hommes qui étaient prêts à risquer leur vie. Les recruteurs observèrent les cheminots pendant des mois. Ils écoutaient leurs conversations. Ils notaient leurs réactions aux événements. Seulement après cette longue observation, ils approchaient un candidat potentiel. La conversation de recrutement était toujours la même. Le recruteur commençait par des généralités, des plaintes sur l'occupation, des remarques sur la vie difficile. Si le candidat répondait positivement, le recruteur allait plus loin. Il mentionnait avoir entendu parler de gens qui résistaient. Si le candidat semblait intéressé, le recruteur révélait son identité, mais seulement son prénom, jamais son nom complet. Le candidat pouvait accepter ou refuser. S'il refusait, le recruteur lui demandait de garder le silence. La plupart le faisaient. La formation commençait immédiatement après le recrutement. Les nouveaux membres apprenaient les techniques de sabotage. Comment desserrer des boulons sans que ce soit visible? Comment endommager une locomotive de manière à ce qu'elle tombe en panne après quelques kilomètres? Comment couper les câbles de frein? Comment déplacer des aiguillages? Toutes ces techniques laissaient peu de traces. Les Allemands penseraient à des pannes mécaniques normales. Les sabotages plus spectaculaires nécessitaient des explosifs. Le problème était d'en obtenir. Les Allemands contrôlaient strictement tous les explosifs. Chaque bâton de dynamite était comptabilisé. Les cheminots trouvèrent des solutions créatives. Certains volaient de petites quantités sur plusieurs mois. Un bâton ici, un détonateur là. Accumulés sur des mois, ces petits vols constituaient des stocks significatifs. D'autres fabriquaient leurs propres explosifs. C'était dangereux. Plusieurs résistants moururent dans des accidents. Mais ils persévérèrent. Les Britanniques commencèrent à parachuter des armes et des explosifs à partir de 1943. Des avions volaient de nuit au-dessus de la France. Ils larguaient des conteneurs dans des champs isolés. Des équipes de résistants récupérèrent ces conteneurs avant l'aube. À l'intérieur se trouvaient des armes, des munitions, des explosifs, des détonateurs et parfois de l'argent et des radios. Ces parachutages transformèrent la résistance. Elle n'était plus limitée par le manque d'équipement. Le plan vert fut élaboré au début de 1944. Les Alliés planifiaient le débarquement en Normandie. Ils savaient que les Allemands enverraient des renforts. Ces renforts devaient être retardés autant que possible. Chaque heure de retard donnait aux troupes alliées plus de temps pour s'établir sur les plages, plus de temps pour débarquer des hommes et du matériel, plus de temps pour se préparer aux contre-attaques allemandes. Le plan vert visait spécifiquement les chemins de fer. L'objectif était de paralyser le réseau ferroviaire français au moment du débarquement. Des équipes de sabotage furent assignées à des cibles spécifiques, des ponts, des tunnels, des gares de triage, des dépôts de locomotives, des aiguillages critiques. Chaque équipe reçut des instructions détaillées, où placer les explosifs, combien utiliser, quand les faire sauter. La coordination devait être parfaite. La communication était le plus grand défi. Comment coordonner des centaines d'équipes à travers toute la France? Les radios étaient rares. Les messages pouvaient être interceptés par les Allemands. Les courriers étaient lents et risqués. La solution fut brillante. La BBC diffuserait un message codé. Un message qui semblerait être un poème absurde pour quiconque l'écoutait. Mais pour les résistants, ce serait le signal. Le message était « Les sanglots longs des violons de l'automne ». C'était le premier vers d'un poème de Verlaine. Les résistants savaient que lorsqu'ils entendraient ce vers, le débarquement aurait lieu dans les 48 heures. Ils devaient se préparer, vérifier leurs explosifs, repérer leurs cibles, se tenir prêts. Le deuxième vers du poème était « Blesse mon cœur d'une langueur monotone ». Quand ils entendraient ce vers, l'opération commencerait immédiatement. Le 1er juin 1944, le premier message fut diffusé. Les résistants partout en France se mirent en alerte. Les équipes de sabotage vérifièrent une dernière fois leur matériel. Les observateurs surveillèrent les mouvements allemands. Les coordinateurs passèrent les dernières instructions. Tout était prêt. Il ne restait plus qu'à attendre le signal final. Le 5 juin à 21h30, le second message fut diffusé. « Blesse mon cœur d'une langueur monotone ». C'était le signal. L'opération commençait. «
Partout en France, des centaines d'équipes se mirent en mouvement. Elles quittèrent leurs maisons discrètement. Elles récupérèrent leurs explosifs cachés. Elles se dirigèrent vers leur cible. La nuit allait être longue. Henri Dubois et son équipe avaient pour mission de détruire la gare de triage de Vaires-sur-Marne. Cette gare était cruciale. Elle reliait Paris aux régions de l'Est. Des dizaines de trains y passaient chaque jour. Sa destruction paralyserait le trafic pendant des semaines. L'équipe d'Henri comptait 7 hommes. Tous étaient des cheminots. Tous connaissaient la gare intimement. Ils savaient où placer les explosifs pour un effet maximum. Ils se glissèrent dans la gare à minuit. Les gardes allemands patrouillaient, mais leur routine était prévisible. Henri et ses hommes connaissaient leur planning. Ils savaient quand et où les gardes passeraient. Ils évitèrent les patrouilles et atteignirent l'aiguillage principal. C'était le cœur de la gare de triage. De là partaient toutes les voies. Détruire cet aiguillage rendrait la gare inutilisable. Ils placèrent 20 kilos d'explosifs sous les rails. C'était suffisant pour détruire complètement l'aiguillage et créer un cratère de plusieurs mètres. Ils installèrent un détonateur à retardement. Il exploserait à 3 heures du matin. Cela leur donnait le temps de s'échapper. Mais ce n'était pas tout. Ils devaient aussi détruire les locomotives garées dans le dépôt. Le dépôt contenait 12 locomotives. C'étaient des machines puissantes capables de tirer de longs trains de fret. Les Allemands les utilisaient constamment. Henri et 2 autres hommes entrèrent dans le dépôt. Ils placèrent des charges d'explosifs dans chaque locomotive. Pas assez pour les faire exploser. Juste assez pour détruire leur moteur. Ces locomotives seraient hors service pendant des mois. À 2h45, l'équipe d'Henri quitta la gare. Ils se séparèrent et rentrèrent chez eux par des chemins différents. À 3 heures précises, les explosifs détonèrent. L'explosion fut énorme. Elle réveilla tout le quartier. Les vitres des maisons voisines volèrent en éclats. L'aiguillage fut complètement détruit. Les voies étaient tordues, les rails arrachés. Il faudrait des semaines pour réparer. Les Allemands réagirent immédiatement. Des soldats encerclèrent la gare. Ils fouillèrent le quartier. Ils interrogèrent les habitants. Mais ils ne trouvèrent rien. Les saboteurs avaient disparu. Ils étaient rentrés chez eux. Ils dormaient dans leur lit comme si de rien n'était. Le lendemain matin, Henri retourna au travail comme d'habitude. Les Allemands ne le soupçonnèrent jamais. La même scène se répéta 21 fois cette nuit-là. À Lyon, une équipe fit sauter un pont ferroviaire crucial. À Marseille, des saboteurs détruisirent un dépôt de carburant pour locomotives. À Toulouse, un tunnel fut effondré. À Bordeaux, un important carrefour ferroviaire fut paralysé. À Lille, à Strasbourg, à Nantes, à Rennes, partout les trains s'arrêtèrent. Le réseau ferroviaire français fut paralysé en une seule nuit. Les généraux allemands furent choqués. Comment était-ce possible? 22 attaques simultanées? C'était une opération militaire majeure. Elle nécessitait une coordination précise, des communications fiables, des centaines de participants. Comment la résistance, qu'ils méprisaient, avait-elle pu accomplir cela? Ils ne comprenaient pas que la résistance n'était pas un groupe d'amateurs. C'était une organisation professionnelle, structurée, disciplinée, efficace. Les conséquences furent immédiates. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquèrent en Normandie. Les généraux allemands voulurent envoyer des renforts, mais ils ne pouvaient pas utiliser les chemins de fer. Les trains ne roulaient pas. Les voies étaient coupées partout. Les ponts étaient détruits. Les locomotives étaient sabotées. Les divisions blindées allemandes durent utiliser les routes. C'était beaucoup plus lent. La deuxième division SS Panzer das Reich était stationnée à Montauban dans le sud de la France. Elle reçut l'ordre de se déployer en Normandie immédiatement. Normalement, ce déplacement aurait pris 3 jours par train. Sans les chemins de fer, la division dut emprunter les routes. Le trajet prit 17 jours. 17 jours pendant lesquels cette division blindée puissante n'était pas disponible pour combattre en Normandie. Les sabotages du réseau fer avaient donné aux Alliés 2 semaines supplémentaires pour s'établir. D'autres divisions connurent le même sort. La 11e division Panzer, la 12e division SS Panzer, la 17e division SS Panzer Grenadier. Toutes furent retardées. Certaines n'atteignirent jamais la Normandie. Quand elles arrivèrent finalement, les Alliés s'étaient solidement établis. Ils avaient débarqué des centaines de milliers d'hommes, des milliers de chars, des tonnes de munitions. La chance de repousser les Alliés à la mer était passée. Les Allemands essayèrent de réparer les dégâts.
Ils amenèrent des ingénieurs, du matériel, des ouvriers forcés. Ils travaillèrent jour et nuit, mais à chaque fois qu'ils réparaient une voie, elle était à nouveau sabotée. Les équipes du réseau fer surveillaient les réparations. Dès qu'une ligne était remise en service, ils la détruisaient à nouveau. C'était un jeu sans fin que les Allemands ne pouvaient pas gagner. La répression fut féroce. Les Allemands fusillèrent des centaines de cheminots soupçonnés de sabotage. Souvent sans preuve. Parfois simplement parce qu'ils se trouvaient près d'un sabotage. Les Allemands espéraient que la terreur arrêterait la résistance. Mais l'effet fut inverse. Chaque exécution créait de nouveaux résistants. Les cheminots voyaient leurs collègues fusillés. Cela renforçait leur détermination. Ils voulaient venger leurs camarades. Les déportations commencèrent également. Les Allemands arrêtèrent des cheminots et les envoyèrent dans des camps de concentration en Allemagne. Environ 500 membres du réseau fer furent déportés. La moitié moururent dans les camps, de faim, de maladie, d'épuisement ou simplement assassinés. Ces hommes donnèrent leur vie pour la France. Ils méritent d'être rappelés comme des héros. Malgré la répression, les sabotages continuèrent. En fait, ils s'intensifièrent. Au cours de l'été 1944, 820 locomotives furent endommagées ou détruites. Les voies ferrées furent coupées en plus de 500 endroits. Aucun train ne pouvait faire un long voyage en France sans être interrompu. La logistique allemande était en ruine. Les troupes manquèrent de munitions, de nourriture, de carburant. Tout cela parce que les trains ne roulaient pas. Le rôle du réseau fer ne se limitait pas au sabotage. Les cheminots fournissaient également du renseignement. Ils observaient les mouvements de troupes allemandes. Ils comptaient les wagons. Ils identifiaient les unités. Ils notaient les destinations. Ces informations étaient transmises à Londres par radio. Les Alliés savaient ainsi exactement où se trouvaient les forces allemandes. Ils pouvaient planifier leurs opérations en conséquence. Un exemple remarquable eut lieu en juillet 1944. Des cheminots remarquèrent un transport inhabituel. Des wagons spéciaux, lourdement gardés. Ils contenaient apparemment quelque chose de très important. Les cheminots suivirent ce transport. Ils découvrirent qu'ils transportaient des V1, les bombes volantes allemandes. Ces armes terrorisaient Londres. Les Alliés voulaient désespérément détruire les sites de lancement. Les cheminots transmirent l'information. Ils indiquèrent où le transport s'arrêterait pour la nuit. Cette nuit-là, des bombardiers britanniques attaquèrent. Ils détruisirent le transport et toutes les V1. Cette seule action sauva probablement des centaines de vies à Londres, et elle n'aurait pas été possible sans le renseignement fourni par les cheminots résistants. Un autre aspect crucial du réseau fer était l'aide aux aviateurs alliés abattus. Quand un avion allié était abattu, l'équipage essayait de s'échapper. Mais ils étaient en territoire ennemi. Ils ne parlaient plus pas français. Ils ne connaissaient pas le pays. Les Allemands les recherchaient. Sans aide, ils seraient capturés. Le réseau fer organisait des filières d'évasion. Les cheminots cachèrent les aviateurs. Ils les déplaçaient de ville en ville. Ils les conduisaient finalement jusqu'à l'Espagne ou la Suisse, d'où ils pouvaient retourner en Angleterre. Ces opérations étaient extrêmement dangereuses. Cacher un aviateur allié était puni de mort, pas seulement pour la personne qu'il cachait, pour toute sa famille. Les Allemands fusillaient hommes, femmes et enfants. Malgré ce risque, des milliers de Français cachèrent des aviateurs alliés. Les cheminots jouèrent un rôle crucial. Ils pouvaient déplacer les aviateurs cachés dans des trains. Ils connaissaient les gares et les horaires. Ils pouvaient éviter les contrôles allemands. On estime qu'environ 3000 aviateurs alliés furent aidés à s'échapper grâce au réseau fer. 3000 pilotes et membres d'équipage qui retournèrent combattre. Chacun d'eux représentait des mois de formation et d'expérience irremplaçables. Leur sauvetage eut un impact significatif sur l'effort de guerre allié. Et tout cela était rendu possible par des cheminots ordinaires qui risquaient tout pour aider. Le 10 août 1944, les cheminots français se mirent en grève. C'était une grève générale. Partout en France, les cheminots refusèrent de travailler. Ils voulaient protester contre l'occupation. Ils voulaient montrer leur solidarité avec les Alliés. Mais surtout, ils voulaient s'assurer qu'aucun train n'aiderait plus les Allemands. Cette grève déclencha l'insurrection de Paris. Les Parisiens virent les cheminots défier les Allemands. Ils furent inspirés à faire de même. Les barricades apparurent dans les rues. Les combats éclatèrent. Paris se libéra elle-même avant l'arrivée des troupes alliées. La libération de Paris, le 25 août 1944, fut un moment de triomphe. Mais elle ne marqua pas la fin du travail du réseau fer. Le réseau ferroviaire était en ruine.
Des années de sabotage et de bombardement l'avaient détruit. Les ponts étaient effondrés, les voies tordues, les locomotives sabotées. Le pays avait besoin de son réseau ferroviaire pour se reconstruire. Les mêmes cheminots qui avaient passé 4 ans à détruire les trains passèrent les années suivantes à les réparer. Ce travail fut colossal. Tout devait être reconstruit. Les ponts, les gares, les ateliers, les locomotives. C'était un travail de titan. Mais les cheminots le firent. En 1946, le réseau ferroviaire français était largement restauré. Les trains roulaient à nouveau. La France pouvait se reconstruire. Et tout cela grâce au dévouement des cheminots. Les mêmes hommes qui avaient combattu dans l'ombre pendant l'occupation travaillaient maintenant à la lumière pour reconstruire leur pays. Le coût humain du réseau fer fut terrible. 150 agents furent fusillés par les Allemands. 500 furent déportés. La moitié ne revinrent jamais. Des centaines d'autres furent blessés, torturés, traumatisés. Ces hommes payèrent un prix énorme pour la liberté de la France. Ils méritent d'être rappelés. Leur nom devrait être connu. Leur sacrifice célébré. Après la guerre, le réseau fer fut largement oublié. Les histoires de résistance se concentraient sur les maquis, sur les parachutistes, sur les agents secrets. Les cheminots qui avaient quotidiennement risqué leur vie ne recevaient pas la reconnaissance qu'ils méritaient. C'était injuste. Sans eux, le débarquement en Normandie aurait pu échouer. Sans eux, la libération de la France aurait pris beaucoup plus de temps. Sans eux, beaucoup plus de vies auraient été perdues. L'histoire d'Henri Dubois est représentative. Après la guerre, il retourna simplement travailler à la SNCF. Il ne parla jamais de ses actions pendant l'occupation. Il ne chercha pas la gloire. Il ne demanda pas de médaille. Il fit juste son travail. Comme des milliers d'autres cheminots résistants, ces hommes ordinaires avaient accompli des choses extraordinaires. Ils avaient combattu un empire qui semblait invincible, et ils avaient gagné. La leçon du réseau fer est puissante. Elle montre que la résistance prend de nombreuses formes. Parfois, le sabotage discret est plus efficace que le combat ouvert. Parfois, les héros ne portent pas d'uniforme. Ils portent des combinaisons de travail. Ils ne tirent pas de coups de feu. Ils desserrent des boulons. Ils ne chargent pas à la baïonnette. Ils placent des explosifs et s'éloignent silencieusement. Les généraux allemands avaient ri de la résistance. Ils avaient pensé que quelques amateurs ne pouvaient pas menacer la puissance de la Wehrmacht. Ils avaient sous-estimé la détermination française. Ils avaient sous-estimé l'ingéniosité française. Ils avaient sous-estimé le courage français. Cette sous-estimation leur coûta cher. Le réseau fer paralysa leur communication, retarda leur renfort, détruisit leur logistique et contribua significativement à leur défaite. L'opération du 5 juin 1944 reste un exemple remarquable de coordination et de courage. 22 équipes, 22 cibles, une seule nuit. Toutes réussirent. Pas un seul saboteur ne fut capturé cette nuit-là. C'était une opération militaire parfaitement exécutée, et elle fut accomplie non par des soldats professionnels, mais par des cheminots ordinaires qui avaient décidé de résister. Le réseau fantôme, comme certains appelaient le réseau fer, n'était pas fantôme du tout. Il était très réel, composé de vrais hommes, avec de vraies familles, de vraies peurs, de vraies espérances. Ces hommes choisirent de risquer tout pour leur pays. Beaucoup payèrent le prix ultime. Leur sacrifice ne doit jamais être oublié. Leur courage doit inspirer les générations futures. Leur histoire doit être racontée et racontée encore. Aujourd'hui, quand vous voyez un train passer en France, souvenez-vous des cheminots de 1940 à 1944. Souvenez-vous qu'ils utilisèrent leur connaissance des chemins de fer non pour servir l'occupant, mais pour le combattre. Souvenez-vous qu'ils prouvèrent que le courage ordinaire peut accomplir des choses extraordinaires. Souvenez-vous du réseau fer, le réseau qui n'était pas fantôme, le réseau qui changea l'histoire.